Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, nous allons parler de travail en équipe. C'est quoi le travail en équipe? Alors, tout le monde le reconnaît, on voit quand ça marche bien dans une équipe, d'ailleurs au travail comme dans le sport, mais comment est-ce que ça fonctionne vraiment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer et favoriser une équipe performante? Une espèce de magie comme ça dans les équipes qui fonctionnent. Alors, si vous êtes comme moi puis que vous croyez pas à la magie, vous avez envie de savoir comment ça marche. La magie, c'est bien, mais la science, c'est mieux. Alors ça tombe bien, puisque la littérature scientifique regorge d'études sur le travail en équipe, voire même de méta-études, donc une étude qui résume d'autres études. Alors c'est souvent long et compliqué, et donc certains chercheurs se sont attelés à une tâche absolument gigantesque, c'est faire une méta-étude, donc une étude d'études. Basée sur quoi? Toute la littérature scientifique sur le sujet du travail en équipe, et puis, grâce à ça, en tirer des recommandations pratiques, sous forme de schémas, sous forme de choses simples à faire. Donc leur but avoué, c'est de nous donner à nous, praticiens, consultants RH, patrons d'entreprise, des moyens d'action pour favoriser et maintenir le travail en équipe. Donc ce ne sont pas des idées fumeuses d'auteurs à succès, mais des études scientifiques rigoureusement validées qui nous donnent des informations sur comment faire. Donc les mettre en pratique, ces recommandations, c'est mettre de notre côté toutes les chances d'atteindre notre objectif qui est de développer dans nos organisations une performance humaine. Alors, je vous parle de travail en équipe, vous pourrez me dire, ouais mais moi je parle toujours de travail d'équipe, c'est la même chose. En fait non, puisque les chercheurs distinguent, alors en anglais on dit teamwork plutôt que taskwork. Le taskwork, ce sont les tâches qui sont effectuées par l'équipe. C'est ce qu'on appelle le travail d'équipe. C'est les choses que l'on fait. Le teamwork, donc le travail en équipe, c'est la manière dont ces tâches sont accomplies. D'accord? Donc nous, on parle bien de travail en équipe. Alors, cette méta-étude, qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? Il y a 9 considérations critiques à prendre en compte pour favoriser le travail en équipe. Il y a des conditions à créer, des processus à créer, et ces deux choses nous donnent ce qu'on appelle des états émergents, des choses qui vont apparaître un peu magiquement, c'est la partie magique de l'explication. Alors, quelles sont ces conditions à remplir? Alors, en gros, ces considérations, ces conditions externes, ce sont les facteurs externes au fonctionnement de l'équipe. Dans quelle culture est-ce que l'équipe évolue? Une condition à prendre en compte, dans quel contexte l'équipe accomplit ses tâches, et puis la composition de l'équipe. Alors oui, la composition de l'équipe, c'est souvent une donnée du problème, une donnée de la performance de l'équipe, et donc c'est pour ça que les chercheurs mettent ça dans les conditions à prendre en compte pour favoriser le travail en équipe. Donc je dirais, rien de bien nouveau finalement dans ces 3 considérations, mais vous voyez que si vous prenez acte de ces considérations et que vous travaillez sur votre culture d'entreprise, votre contexte de travail et la composition de l'équipe, alors le travail en équipe peut être favorisé. Deuxième sujet, donc après les conditions à remplir, il y a les processus. Alors quels sont les processus qui sont vitaux pour un travail en équipe? Il y en a aussi 3, la gestion des conflits, la communication et le coaching. Alors c'est intéressant parce que les 2 premiers sont assez classiques, mais le dernier peut surprendre. Le dernier, le coaching, on va pas demander à tous les collaborateurs d'être des coachs. En revanche, on va leur demander d'avoir une attitude de coaching. Ça veut dire une attitude ouverte, prête
à la critique, à la donner et à la recevoir. Et à ne pas donner des solutions, mais aussi à aider les gens à trouver des solutions aux divers problèmes qu'il peut y avoir. Donc, on parle bien de coaching en termes de tâches, en termes de travail en équipe. Ça peut être un coaching sur un désaccord, mais ça peut être aussi un coaching sur une problématique technique, sur un manque de connaissances dans un domaine, etc. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce que les chercheurs nous disent, c'est que c'est pas nécessairement le manager qui doit être coach, mais l'équipe peut prendre pour elle une attitude de coaching. Alors si on remplit les trois conditions, donc travail de la culture, travail du contexte, composition de l'équipe, et qu'on met en place ces trois processus, gestion des conflits, communication et coaching, alors on obtient quoi? Eh bien ce qu'on appelle justement ces états émergents, qui sont le résultat finalement de l'action des 6 autres. Alors qu'est-ce qu'on a? On obtient de la coopération, de la coordination et de la cognition. Alors vous remarquerez qu'il y a 9 C, culture, contexte, composition, gestion des conflits, communication, coaching, et puis on arrive ici à coopération, coordination, cognition. Alors c'est fait exprès pour avoir un modèle des 9 C. Les chercheurs se sont dit que ce serait plus facile à se souvenir. Alors quels sont les 3 C résultants? Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient la coopération. C'est quoi? Eh bien finalement, ce sont les attitudes et les sentiments et les croyances de l'équipe qui mènent à l'action, donc qui font que l'équipe fonctionne. Donc la coopération, c'est tout ce qui est attitude et sentiments de l'équipe vis-à-vis d'elle-même. La coordination, c'est quoi? Eh bien, ce sont tous les comportements qu'on va vouloir favoriser pour faire le travail, transformer les ressources en résultats. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les ressources qui sont chez les personnes, le temps, l'énergie, les compétences, les connaissances, l'expertise, se transforment en résultats? Vous voyez que, prenons l'exemple du coaching par exemple, une équipe dans laquelle il n'y a pas d'attitude de coaching, parce que les gens sont méfiants, parce que la culture d'entreprise est une culture hyper compétitive. Vous voyez que conditions, culture pas hyper propice, processus absent, pas de coaching, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, pas de coordination, par exemple. Parce que les personnes auraient peur de faire une remarque, par exemple, à un collègue, ou de mettre certaines de leurs connaissances à disposition de l'équipe. Donc, coopération, coordination et finalement cognition, derrière ce mot se cache la compréhension commune des rôles, des connaissances et des règles de l'équipe. On obtient quelque chose d'un petit peu magique, on en reparle encore de cette fameuse magie, c'est que on sait finalement ce que font les gens. Dans les équipes qui fonctionnent bien, il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits récemment sur des Navy Seals, vous savez les équipes expertes de la Navy américaine écrivent des livres sur pourquoi est-ce que ces équipes fonctionnent bien. Eh bien, cette espèce de ce que les chercheurs appellent la cognition, ça veut dire le fonctionnement de l'équipe est naturel. C'est devenu presque une seconde nature. Ainsi que si lui il va à gauche, moi je vais aller à droite. Donc, répétons, les 9 considérations critiques, ce sont 3 conditions: culture d'entreprise, contexte de fonctionnement et composition de l'équipe. Ce sont 3 processus à mettre en place: gestion des conflits, communication et coaching, et on obtient avec ça de la cognition, de la coordination et de la coopération. Alors comment est-ce qu'on fait? On peut agir selon 4 types différents d'interventions. Des ateliers, des formations, des pratiques à implémenter et des processus. Alors je vous fais un petit résumé. Les ateliers, il va s'agir de définir les règles de fonctionnement de l'équipe. Comment est-ce que l'équipe fonctionne? Vous voyez que la définition, c'est utile pour pouvoir justement l'intégrer et que ça devienne une seconde nature. On peut aussi faire un atelier pour définir les normes en termes de conflits et de désaccords. Comment est-ce qu'on fait pour les résoudre? Quelle est la pratique? À qui on en parle? Etc. Je dis que c'est un atelier et pas un processus, on pourrait aussi le voir en termes de processus, mais c'est aussi un atelier parce qu'il faut que les collaborateurs et les collaboratrices participent à l'élaboration de ces normes. Il faut qu'ils en discutent. 3e atelier, un atelier participatif de création de la culture d'équipe. La culture, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer à un groupe, il doit venir du groupe. Et enfin, dans les ateliers, une discussion à avoir avec typiquement le département RH pour récompenser le travail en équipe
et pénaliser les comportements égocentrés. On pourrait aussi le voir comme un processus, mais de nouveau, c'est un atelier parce que les RH doivent s'impliquer avec l'équipe pour essayer de mettre en place une politique concrète qui favorise le travail en équipe. Dans les formations, alors rien de très compliqué ou nouveau, des bases de communication. Comment est-ce qu'on fait pour écouter activement? Comment est-ce qu'on fait pour donner du feedback? L'attitude de coaching, en quoi est-ce qu'elle consiste? Comment est-ce qu'on fait? Et puis finalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu un mot à la mode, mais le climat de sécurité psychologique, une atmosphère productive de travail. Qu'est-ce qu'on met en place comme compétence dans l'équipe pour pouvoir obtenir cette sécurité psychologique, cette confiance entre les différentes personnes. On pourrait aussi d'ailleurs en faire un atelier. Au niveau des pratiques, alors moi, je recommande, basé sur les recommandations des chercheurs, de faire des ateliers réguliers de team building, dans lesquels on peut discuter de succès passés, des compétences du groupe, de comment est-ce que ça se passe, de mieux connaître les gens. Donc c'est pas un team building qu'on fait quand ça va mal, mais on fait un team building comme en médecine chinoise, pour prévenir les problèmes. Une autre pratique à implémenter, on en a parlé lors d'un épisode précédent, c'est le débriefing. Le débriefing en équipe permet à l'équipe de s'améliorer de manière continue, évidemment, de développer ses propres compétences et donc d'obtenir cette coordination et cette coopération qu'on veut pour le travail en équipe. Une pratique à implémenter, c'est la réunion d'équipe. Alors, ou la réunion en équipe, d'ailleurs, je devrais l'appeler plutôt, peut-être mensuelle, dans laquelle on va partager des observations, on va résoudre des problèmes ensemble, on va échanger de l'information critique, donc une réunion d'équipe, aussi un épisode de podcast à ce sujet-là, et puis une pratique à implémenter, qui est critique pour le travail en équipe, mais qui concerne l'individu, c'est le tête-à-tête individuel, le face-to-face, le one-on-one, dans lequel on va pouvoir parler de la satisfaction des besoins de chaque personne. Voilà les pratiques à implémenter. Et puis les processus à développer ou à renforcer, la gestion des compétences des membres de l'équipe, la formation continue croisée entre membres de l'équipe, surtout pour tout ce qui est technique, que les gens puissent se former les uns les autres sur les différents aspects de leur travail. Ça permet toute une série de choses positives, de la motivation chez ceux qui donnent la formation et chez ceux qui la reçoivent. Processus à développer formel pour la détection et le traitement des conflits. Et puis, un autre processus à développer, ou peut-être à améliorer, c'est comment est-ce qu'on fait pour recruter des gens dont le focus est le travail en équipe, et non pas la performance individuelle seulement. Voilà, tout un programme. Je suis évidemment à votre disposition pour en parler. La plupart de ces interventions sont dans celles que nous pratiquons chez Coapta. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur coapta.ch, www.coapta.ch, vous cliquez sur Campus, en haut à droite, et puis vous tapez n'importe quel mot-clé, et vous allez retrouver tous les articles de blog, les billets que j'ai postés sur LinkedIn, ainsi que les épisodes de podcast, qui traitent de ce sujet-là. Donc www.coapta.ch/campus. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.